Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour édition spéciale énergie. On va s'intéresser ce soir à cette décision du G7 qui s'engage à ne plus s'approvisionner en pétrole russe. Conséquence des prix à la pompe qui vont flamber avec d'un autre côté l'OPEP qui refuse d'augmenter sa production. Des décisions qui suscitent moultes inquiétudes avec une envolée des prix mondiaux de matières premières qui risque de mettre les peuples européens en grande difficulté. Il faut souligner également qu'une majorité plutôt des pays du monde joue la carte de la neutralité pour ce qui est de ce bras de fer Occident-Russie. Neutralité qu'on a du mal malgré tout à approuver dans le rang occidental. Il y a également cette visite du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov en Algérie, une actualité suivie de près par Al24 News durant la journée. Notre pays, on le sait, est allié clé de Moscou et un exportateur gazier qui risque d'être davantage sollicité. Nous y reviendrons dans un petit moment. Tous ces points que l'on va aborder ce soir, c'est dans édition spéciale et ça sera avec nos invités, donc monsieur Dr Mahfoud Kaoubi, expert en économie qui nous rejoint via téléphone. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et monsieur Khaireddine Batache, journaliste chez Al24 News. Bonsoir Khaireddine. Bonsoir Fatma. Alors, docteur, première question donc, est-ce que la Russie est moins isolée qu'on voudrait le faire croire ? Moins isolé, je dirais pas du tout. Les logiques de pression, les logiques d'affrontement, le bras de fer qui s'annonce est tout à fait prévisible. Et je pense qu'il y a une constance de la Russie en matière de position dans ce conflit avec le monde occidental dans son ensemble, un monde occidental qui multiplie les manœuvres et qui essaie de fléchir la position de la Russie, qui reste, je dirais, constante par rapport à sa position initiale et qui fait preuve d'une constance et d'une capacité de résistance assez appréciable. Une capacité de résistance, mais finalement, est-ce qu'au fond, ce conflit ukrainien n'arrangerait pas les affaires économiques de la Russie, hein ? On peut le voir, un rouble qui se renforce et qui se stabilise, des revenus gaziers et pétroliers qui atteignent des records en avril, c'est à peu près 1,8 milliard de roubles. Et en 4 mois, la Russie a réalisé par exemple 50% de son bénéfice prévisionnel d'avant-guerre. Oui, l'analyse peut se faire à plusieurs niveaux. Je dirais que dans l'ensemble, la situation économique dans une atmosphère de guerre ne tire pas profit d'une telle situation, n'importe quel soit le pays. Maintenant, ce que l'Occident essaie de véhiculer via les médias, via la presse, n'est pas très vérifiable sur le terrain. La Russie est dans une situation, je dirais, qui lui permet de résister aux pressions et aux sanctions occidentales. Ces revenus lui permettent donc d'avoir une marge de manœuvre qui peut aller jusqu'à 3 ans, contrairement à ce qui est présenté par la presse occidentale et ce qu'on veut faire admettre à l'opinion publique internationale. Donc, les prix du pétrole, les prix du gaz, et aussi donc des logiques de marché qui sont très favorables à la Russie par rapport donc aux revenus. Et puis il faudra mettre en évidence aussi la décision de la Russie d'imposer le rouble en matière pour les paiements du gaz et du pétrole, chose qui n'était pas très attendue par le monde occidental et qui commence à faire son chemin et qui permet donc à la Russie de résister encore plus et de faire valoir ses atouts économiques dans une conjoncture internationale très particulière. De résister donc à ces sanctions de l'Occident qui poursuit donc son train de sanctions contre la Russie. Le G7 a fini par se prononcer et décide donc de s'engager sur le sevrage au pétrole russe. Les chefs d'État et de gouvernement des pays occidentaux les plus industrialisés veulent supprimer progressivement plutôt les importations de brut. Une nouvelle décision pour affaiblir Moscou économiquement. On va regarder ce sujet signé Mohamed Walid Ben Chaban et on revient juste après. Les pays membres du G7 se sont engagés à réduire les importations de pétrole russe.
Selon la Maison-Blanche, cette décision va porter un coup dur à la principale artère irriguant l'économie russe, pour but d'affaiblir Moscou économiquement. L'exécutif américain n'a toutefois pas précisé la nature de ses engagements. Les Occidentaux semblent unanimes quant aux mesures des sanctions à l'endroit de la Russie. Même s'il faut le dire, leur dépendance face à la manne énergétique russe n'est pas la même pour tous ses membres, ce qui risque sur le long terme à faire vaciller la fameuse Maison Europe. Moscou, quant à elle, ne reste pas bras croisés face aux sanctions occidentales, obligeant à tous les partenaires de payer l'énergie russe en roubles, une décision qui a suscité une remontée spectaculaire de la devise russe face à l'euro, et ce, depuis 10 ans. Pourtant, toutes les sanctions imposées au début de la guerre sont toujours en place. S'étant même accentuées, la Russie a réussi le coup de force de stabiliser sa monnaie. Un changement rendu possible par les contrôles drastiques des capitaux mis en place par le Kremlin, ainsi qu'un flux continu de paiements pour les exportations de pétrole et de gaz du pays. Quelles conséquences donc de cette nouvelle salve de sanctions européennes contre la Russie qui bénéficie donc de cette situation finalement, Khaireddine? Monsieur Kaoubi le disait, Fatma, vous le disiez vous-même, la preuve par les chiffres, notamment quand ils sont relayés par les médias occidentaux. On va s'intéresser au bilan de l'année 2021 de la compagnie du groupe pétrogazier russe Gazprom. Alors Gazprom a réalisé un chiffre d'affaires en 2021, nous allons l'illustrer en infographie, de 10,241 milliards de roubles, équivalent à 28 milliards de dollars. C'est tout simplement une hausse de 1,6%. Ce chiffre est passé de 6 321 milliards de roubles en 2020 pour un bénéfice net qui a atteint 2159 milliards de roubles en 2021 contre 162 milliards en 2020. Donc là aussi, c'est net, clair et précis. Cette situation, ce nouveau rapport de force établi justement par le rapport entre les États-Unis d'une part, l'Europe et la Russie en matière de fourniture et d'approvisionnement en gaz et en pétrole, on peut le dire, oui, est favorable d'une certaine manière à la Russie. Et l'OPEP dans tout ça? Eh bien, l'OPEP, tout simplement, elle reste sur une position et ne fléchit pas. C'est celle qu'elle a prise lors du début, si vous vous rappelez, de la pandémie Covid-19. Tout simplement, l'OPEP a été contrainte d'adopter un programme d'ajustement de sa production et a décidé justement donc d'augmenter sa production de 400 000 barils par jour. De l'autre côté, on a les États-Unis et l'Europe qui justement essaient de faire pression sur l'OPEP pour qu'elle fasse passer sa production de 400 000 barils jour à 2 millions de barils jour. Mais l'OPEP semble camper sur ses positions. Faut-il le rappeler, l'Arabie Saoudite et la Russie sont les deux piliers de l'OPEP+. Leur coopération et leur entente en matière justement de gestion de la production pétrolière semble imperturbable par rapport aux pressions subies de la part des États-Unis et de l'Europe. Donc on peut le dire, l'OPEP reste d'une certaine manière, sans l'avouer, une manière indirecte du côté de la Russie. Imperturbable, on l'a bien vu donc lors de la dernière réunion de l'OPEP et OPEP+. Docteur Mahfoud, on voit déjà les sanctions d'après les chiffres qu'a avancé Khaireddine. On comprend qu'il y a une portée très minime, si vous me permettez cet euphémisme. Qu'en pensez-vous? Minime, il faut le relativiser. Je dirais que la portée est loin d'être celle qui est présentée par les médias occidentaux. Il faudra rappeler que dans une situation de guerre, l'économie en pâtit et souffre. Maintenant, il y a deux parties qui sont engagées dans cette guerre. Il y a l'Occident, principalement les pays européens, parce que l'économie américaine est l'économie qui profite le plus de cette situation, mais c'est l'Europe qui souffre et qui risquerait de souffrir encore plus de cette situation. Oui. La Russie, à mon sens, a bien préparé sa guerre, qui, aussi bien sur le plan militaire, mais surtout sur le plan économique,
Sur le plan économique, car les revenus pétroliers constituent une partie importante des revenus des exportations de la Russie, et puis les réserves qui existaient, les réserves de change qui existaient préalablement à la guerre ont permis d'avoir une capacité de résistance encore plus importante. En plus de ça, les relations de la Russie avec ses partenaires autres occidentaux, la Chine, l'Inde et les autres pays, ont constitué une alternative qui a été vite actionnée par la Russie pour contrecarrer l'offensive occidentale qui visait à mettre à mal l'économie russe. Les autres sanctions, l'exclusion de la Russie du système de SWIFT qui devrait être élargie dans le cadre de la 6e génération de sanctions, l'embargo sur le pétrole qui serait suivi éventuellement par une nette diminution des importations de l'Europe du gaz seraient des actions très difficiles à mettre en œuvre dans la pratique, car la dépendance de l'Europe, plus particulièrement de certains pays, on prend la Hongrie par exemple, qui a manifesté sa désapprobation de la proposition qui a été faite dernièrement dans le cadre du Parlement européen. Oui. Et puis, quand on sait que les décisions au niveau de l'Union européenne doivent être prises à l'unanimité, donc c'est dire toute la difficulté sur le plan de la procédure et surtout, je dirais, une quasi-impossibilité d'actionner ces mesures et ces contraintes sur le terrain du moment que l'hiver et les opérations d'approvisionnement de gaz et de pétrole pour préparer l'hiver sont actuellement en vigueur. Et je dirais que l'Europe ne pourrait pas se détacher de sa dépendance, du moins sur le court terme, des approvisionnements en pétrole et en gaz de la Russie. Merci, Dr Mahfoud, vous l'avez bien souligné, les Américains aussi grands gagnants du conflit avec un gaz de schiste qui trouve enfin des débouchés dans une Europe qui n'en voulait pas au départ. Et qui dit débouché veut dire une appréciation du dollar. Le billet vert, on le rappelle, était descendu en dessous des 50% dans les échanges russes au profit de l'euro. N'est-ce pas, Khaled ? Exactement. Et il y a une situation qui vient de se produire récemment qui illustre bien encore une fois cette situation, celle de la dépendance ou de la future dépendance de l'Europe d'une partie du gaz de schiste produit par les États-Unis. Le groupe français Engie, qui n'est pas des moindres, a signé récemment un contrat avec une entreprise américaine qui va courir jusqu'en 2046 pour la fourniture de gaz de schiste, un contrat qui est d'ores et déjà remis en question par de nombreuses ONG françaises. Justement, je vous propose d'écouter Laurette Philippot, qui est membre de l'ONG Les Amis de la Terre, qui dénonce justement ce contrat passé entre la France et les États-Unis en matière de gaz de schiste. Le contrat qui a été signé par Engie témoigne d'une menace qui prend de plus en plus forme avec la crise énergétique en Europe. C'est que l'Europe et également le gouvernement français se cachent derrière cette crise énergétique pour justifier le fait de sécuriser des nouveaux approvisionnements en gaz de schiste en laissant de côté le véritable impact climatique et environnemental de cette industrie. Le contrat signé par Engie avait été abandonné il y a 1 an et demi du fait d'une pression du gouvernement qui refusait de se rendre complice d'un contrat avec un impact environnemental si fort. Et donc tous ces impacts sont oubliés pour une solution qui n'est pas du tout une solution de court terme, comme essaye de le faire penser Engie, mais une solution de long terme, puisqu'on parle d'un contrat qui durerait dans le meilleur des cas entre 2026 et 2041. Donc c'est-à-dire un contrat qui nous enferme dans une dépendance au gaz de schiste américain pour les 2 décennies à venir. Comme on le disait, Fatma, gaz de schiste d'une part et double discours américain d'autre part.
celui-ci se voit justement à travers la hausse des exportations de pétrole russe vers les États-Unis, en dépit de l'embargo annoncé, décrété par le président américain Joe Biden. À titre d'exemple, nous avons au moins 7 pétroliers en provenance de Russie qui naviguent toujours vers les États-Unis, selon les données de marinetraffic.com. Ces flux maritimes illustrent la persistance des échanges d'hydrocarbures entre la Russie et les États-Unis, comme je le disais, malgré l'embargo décrété par les Américains. Donc là aussi, nous avons un double discours américain qui est justement en train de perturber le panorama pétro-gazier en Europe, avec des approvisionnements qui ne devraient pas être pris en compte. Docteur Mahfoud, vous souhaiterez peut-être réagir sur ce double discours américain? Oui, tout à fait. Les États-Unis profitent d'une conjoncture. Quand on voit le nombre de puits de gaz de schiste qui reprennent quotidiennement, quand on voit cette dynamique qui reprend le pétrole et le gaz de schiste et cette relance, cette reprise dans un secteur qui a été touché de plein fouet par la crise du corona et ses conséquences sur ce secteur. Donc, on se rend compte que les États-Unis, loin de la scène, de l'arène de la guerre, profitent d'une manière sereine, se positionnent sur de nouveaux marchés, le marché européen, augmentent leur part de marché, augmentent leurs exportations, malgré un coût assez excessif par rapport aux coûts proposés et habituellement livrés par la Russie. Donc, on voit que cette stratégie profite à une économie américaine convalescente, car les États-Unis, à travers la nouvelle politique restrictive sur le plan monétaire, essayent de réduire les déséquilibres qui ont résulté de la politique monétaire expansive post-Covid et essaye de rétablir les équilibres aussi bien monétaires que financiers et asseoir une certaine stabilité et relancer sérieusement leur économie face à une compétition de plus en plus accrue avec la Chine. Et donc, il y a un contexte qui est très clair et très visible, un contexte qui profite d'une manière directe à une économie américaine, non seulement dans le secteur pétrolier, mais aussi de celui de l'armement. Donc vous voyez les États-Unis, encore une fois, les États-Unis qui ont profité de la guerre 14-19, de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale aussi, 39-45, sont en train de profiter d'une guerre qui n'est pas mondiale, qui prend un autre aspect, mais qui profite sérieusement pour rétablir les équilibres et lutter contre la pathologie qui touche les différents segments de l'économie américaine face surtout à une compétition de plus en plus accrue avec la Chine et les autres pays émergents qui risqueraient de se positionner sur la scène internationale. Docteur Kaoubi, justement, à quel point pensez-vous que les États-Unis sont prêts, jusqu'à quel point sont-ils prêts à aller pour presser l'Union européenne par rapport à un éventuel embargo généralisé, j'entends, celui des 27 peut-être, vis-à-vis des approvisionnements en gaz et en pétrole russe? Je pense que la pression revêt un caractère beaucoup plus médiatique et essaye de faire fléchir la Russie, surtout en manipulant l'opinion publique internationale et éventuellement aussi l'opinion publique intérieure au niveau de la Russie et en actionnant une pression sur l'opinion intérieure. Mais matériellement, ça sera vraiment difficile de réaliser et que cet embargo puisse être vérifiable dans la réalité quand on voit que la Russie est le premier exportateur de pétrole et de gaz vers l'Europe, plus de 153 milliards de mètres cubes de gaz et plus de 30%
d'alimentation en pétrole. Même si pour le pétrole, la question ne risquerait pas de se poser avec pertinence, le problème se poserait avec acuité pour l'approvisionnement en gaz. Tout simplement parce que les moyens de transport sont disponibles et permettent un approvisionnement régulier à moindre coût. Deuxièmement, les États-Unis ne pourraient jamais combler le déficit d'approvisionnement que produirait un embargo sur l'approvisionnement du gaz russe, ni les États-Unis, ni les autres pays, tout simplement parce que les capacités de production actuellement sont utilisées au maximum. Il y a une inélasticité de l'offre. Et deuxièmement, l'approvisionnement via gazoduc que permet les importations de la Russie n'est pas du tout le même process que l'approvisionnement en GPL, tout simplement parce que le GPL, il est beaucoup plus coûteux en termes de production et en termes de transport que l'approvisionnement via les gazoducs. Et vous voyez, quand dans un contexte pareil, l'Europe ne pourrait jamais se détacher d'une manière rapide de l'approvisionnement du gaz russe, surtout que l'Europe, encore une fois, est très convalescente économiquement du fait des conséquences du Covid. On prend toutes les économies, donc les leaders des économies européennes connaissent un malaise sérieux. On prend l'économie allemande, italienne ou même britannique. Je dirais que l'économie allemande est convalescente et ne pourrait jamais supporter un différentiel qui, de surcroît, n'est pas possible sur le plan de la faisabilité en termes d'alimentation de gaz surtout. On va revenir chez nous, on le disait tout à l'heure en introduction. On parlait de cette visite donc du premier diplomate russe Sergueï Lavrov en Algérie et donc de sa rencontre avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune dans un contexte de tension autour de la question énergétique, on l'a bien compris. Avec, on le rappelle, cette crise entre l'Algérie et l'Espagne et Alger qui menace de suspendre ses approvisionnements si son gaz fait l'objet de vente à un pays tiers, Srevedin. Justement, Fatma, prenons, si vous le voulez bien, une minute pour expliquer la situation. L'Algérie, depuis l'éclatement, le début du conflit russo-ukrainien, est attendue sur tous les fronts, notamment celui de l'énergie, avec une sollicitation anormale, si je puis dire, par rapport au potentiel algérien en matière d'approvisionnement en gaz. Oui. Nous avons d'un côté une Europe qui essaie de faire des clins d'œil à l'Algérie pour que celle-ci puisse revenir sur ses contrats et les revoir à la hausse, notamment l'Italie qui a pu obtenir gain de cause justement auprès de l'Algérie, en revoyant à la hausse les exportations algériennes de gaz naturel via le gazoduc Transmed, donc en faveur de l'Italie, et l'Espagne qui est tombée au piège du Mersen, justement, qui s'est immiscé d'une manière ou d'une autre dans les relations économiques énergétiques entre l'Algérie et l'Espagne. Oui. Celle-ci n'a pas su tirer son épingle du jeu, si je puis dire. Nous avons les annonces dernièrement faites par le ministre de l'Énergie nigérian compte justement à l'entrée en vigueur ou en exploitation prochainement, on l'espère, du gazoduc Nigeria-Algérie qui est censé justement approvisionner l'Europe en gaz naturel. Une annonce qui intervient justement après des gesticulations de la part du Maroc qui n'a cessé, quant à lui, d'émettre des fausses informations quant à un redéploiement du Nigeria sur le gazoduc Maroc-Nigeria en lançant des informations erronées quant à une éventuelle prise de position nigériane sur ce dossier. Donc voilà, l'Algérie qui a plusieurs scénarios qui peuvent l'intéresser ou intéresser justement ses partenaires en matière de fourniture de gaz. On va s'intéresser justement à cette déclaration du ministre de l'énergie nigérian concernant donc le futur gazoduc Nigeria-Algérie. Docteur Kaoubi, n'est-elle pas en soi, cette déclaration, une preuve de l'omniprésence de notre pays sur les dossiers énergétiques, notamment gaziers, dans l'axe Europe-Méditerranée-Afrique ? Méditerranée plutôt, Afrique. Dans cette région, l'Algérie a un rôle pivot dans ce marché pétrolier ou gazier. Donc l'Afrique du Nord et dans la Méditerranée, l'Algérie est le principal acteur sur le marché
sur le marché du gaz et du pétrole. Les gesticulations qu'on est en train d'observer ces derniers temps sont de l'ordre du politique principalement, qui essaie de faire fléchir, qui essaie de défendre les intérêts de certains pays, omettant que la relation de la rive sud de la Méditerranée principalement s'inscrit dans une logique, dans une optique beaucoup plus à long terme et qui dépend et qui définit, qui détermine la sécurité d'approvisionnement de cette partie de l'Europe en pétrole et surtout en gaz. Donc l'Algérie, qui a cette qualité d'être un partenaire crédible par son respect des contrats qui les lient aux principaux pays, que ce soit l'Espagne ou l'Italie ou les autres pays, l'Algérie a été toujours un pays très attaché au respect de ses engagements, même dans les conditions les plus difficiles. Les contrats à long terme qui lient l'Algérie à l'Espagne ou à l'Italie, par exemple, démontrent que c'est dans des conditions particulières, donc où l'augmentation est très sensible du gaz, des prix du gaz, que ces pays ont tout intérêt à rester sur une relation de confiance, une relation sérieuse en matière qui privilégie la raison, qui privilégie le respect des clauses contractuelles et qui privilégie aussi les usages qui prévalent dans les pratiques d'approvisionnement et dans les contrats pétroliers ou gaziers ou dans les contrats commerciaux d'une manière générale. Donc pour cela, je pense que la stratégie de gazière et pétrolière du pays est en train d'être révisée, d'être prise en charge de manière à développer nos capacités de production, à développer nos capacités de transport et à fidéliser d'une manière très intelligente, très pragmatique les intérêts du pays et dans le respect des accords bilatéraux et multilatéraux. Donc l'Algérie a tout à gagner parce qu'elle est sereine par rapport à ses capacités, par rapport à son histoire et par rapport à son respect habituel qui est à chaque fois mis en évidence dans des situations pareilles. Donc ces gesticulations qui sont de l'ordre, encore une fois, du politique et du médiatique sont à traiter avec le maximum de recul et en restant sur le chemin qui est tracé pour le développement des capacités pétrolières et gazières du pays. Du pays, complètement. Et vous, Khaireddine, qu'en pensez-vous? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'Algérie dans le rapport de force énergétique entre puissances de ce monde, Je ne fais pas référence qu'au gaz ou au pétrole, je fais référence également aux énergies renouvelables. L'Algérie détient des gisements inépuisables. Vous faites bien justement, Fatma, de parler des énergies renouvelables dont les gisements algériens sont inépuisables, notamment tout ce qui concerne le solaire et le photovoltaïque. Eh bien, c'est tout simplement le deuxième axe sur lequel l'Algérie veut bâtir son avenir économique en matière d'énergie avec ses partenaires. L'Algérie a bien expliqué que désormais, il faudra compter sur le développement des énergies renouvelables en Algérie si l'on veut par ailleurs continuer à développer avec l'Algérie pour le court moyen terme tout ce qui est hydrocarbures et oil and gas pour le court terme, comme je le disais, et les énergies renouvelables pour le long terme. Donc l'Algérie va devoir et aura l'avantage de pouvoir jouer sur les deux tableaux en ce qui concerne le secteur énergétique. Merci Khaireddine, et cette émission touche à présent à sa fin. Je remercie Dr Mahfoud Kaoubi, expert en économie, d'avoir été présent avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir. Et merci à Khaireddine Batache, collègue journaliste chez Al24 News, de nous avoir éclairé sur le sujet. Et merci à vous de votre attention. Retrouvez Riyad Lahri pour le journal télévisé à 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.